Deux chiffres qui génèrent des sons, des textes, des images. Deux chiffres qui véhiculent ce que des milliards d'hommes dans le monde pensent, écrivent, calculent, spéculent, émettent, demandent, envoient, par un flux de données qui ne se tarit jamais. Ce flux de données transmet des connaissances et des expériences humaines. Il représente une chance pour les échanges commerciaux et une menace pour les régimes autoritaires et non démocratiques. Chaque jour, ce flux de données s'accélère et s'étend. Il circule à travers les océans par des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins sont gainés de jaune et noir, de la grosseur d'un bras et munis de fibres de verre. Ce sont les autoroutes mondiales de l'information. Mais comme sur toute autoroute, il y a des pannes. Et là aussi, le service de dépannage intervient. Jörg Pockrant est technicien en réseau de câbles sous-marins internationaux. L'un de ces réseaux a signalé une faille. Dans les profondeurs de la mer du Nord, un câble est défectueux. 2 jours plus tard, par un froid matin de février, l'employé de Deutsche Telekom attend un bateau-taxi dans le port de Den Helder pour rejoindre le Léon Thévenin, le câblier de France Télécom à quelques kilomètres de la côte. Sa mission, trouver et éliminer le défaut. La météo a prévu une mer calme et un vent faible. C'est une bonne chose pour Pockrant et l'équipe de tournage, car même par mer calme, l'échelle de corde est un véritable défi. La France et l'Allemagne sont raccordées au même câble. Jörg Pockrant représente les intérêts de Deutsche Telekom. Mais sécurité oblige, il doit appliquer la procédure et d'abord s'entraîner à enfiler une combinaison de sauvetage en caoutchouc, en espérant que c'est juste pour s'entraîner. Le Léon Thévenin peut installer des câbles sous-marins et les réparer en cas de détérioration constatée. 2 jours sont prévus pour l'opération si le temps est de la partie. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Le navire porte le nom de l'ingénieur en télégraphie français Léon Charles Thévenin, né en 1857. La même année, le Great Eastern, alors le plus grand paquebot au monde, était lancé à Londres. Faute de rentabilité, il fut transformé en câblier par son constructeur Brunel et vendu à des spéculateurs. Un certain Cyrus Fields l'acheta pour réaliser son grand projet, installer un câble télégraphique à travers l'Atlantique Nord. Après de nombreux échecs, le rêve devint réalité grâce à la technologie moderne de l'époque. En 1887, les premiers messages arrivaient au Nouveau Monde par un mince fil. Pour l'écrivain Stefan Zweig, un grand moment dans l'histoire de l'humanité. Mais les ouvriers morts sur ce chantier hors du commun, on n'y pense pas. La première dépêche expédiée en Amérique par un fil de cuivre coûte 100 $. Aujourd'hui, un email ne coûte quasiment rien. Les câbles sous-marins sillonnent les océans. Ils sont moins chers que les satellites et plus fiables pour le transport de données entre les continents. Jürgen Rieder est le chef de Jörg Pockrant, l'homme qui doit trouver le défaut dans le câble qui arrive jusqu'ici. Mais où exactement? Je vais malheureusement vous décevoir, car ici vous ne verrez rien. Ou du moins vous ne verrez pas de câble sous-marin. Nulle part il ne sort de la mer. Nous l'avons enfoui jusqu'à 3 mètres de profondeur et compressé sous la digue. Nous faisons cela par mesure de sécurité, pour protéger le câble contre le vandalisme ou le sabotage. Le câble défectueux relie 4 continents. Il appartient à un consortium de 94 associés. Ceux qui ont une faille sur leur tronçon doivent la chercher en partant de l'endroit où le câble se termine. Où commence?
C'est un terminal de câbles sous-marins. Des câbles, il y en a beaucoup, mais moi je suis passionné par les câbles sous-marins. Les câbles dont nous avons la charge au sein du consortium se terminent en partie ici, dans ce bâtiment. Un bloc de béton tout à fait quelconque. Notre passionné de câbles sous-marins aime montrer aux visiteurs l'objet de sa passion. Vous voyez que tout autour de ce câble, il y a une armure robuste pour le protéger de la dégradation mécanique. Ici, au centre, nous avons un conducteur en cuivre pour transporter l'énergie qui alimente les répéteurs. Et tout au milieu, vous voyez les véritables éléments conducteurs, les fibres de verre qui transmettent en quelque sorte toutes les informations. Une grande stabilité intérieure. Les consortiums font rarement état de dégâts. Il faut offrir aux clients des liaisons fiables. Pour chaque câble sous-marin, une liaison de secours peut être activée. Mais il faut quand même compter avec les dégradations. Ce morceau de câble, par exemple, était pris dans les mailles d'un filet de pêche. Le filet est tiré par le navire au fond de l'eau. Il peut se prendre dans ce genre de câble, ce qui donne ce résultat. Le pire des scénarios. Rare, mais quand il se réalise, ça génère beaucoup de stress. Dès qu'un câble sous-marin présente une défaillance, un tas d'alarmes se déclenche. C'est à nous d'apprécier la situation. Il faut donc se décider relativement vite. Est-ce qu'il s'agit d'un défaut d'équipement remédiable ou d'une défaillance totale du câble? Dans ce dernier cas, ces ordinateurs mettent très rapidement en place des liaisons de secours. Une fois que le flux de données faiblit, on peut déterminer l'emplacement de la panne, au kilomètre près. Ici, au bout, le couple de fibres s'arrête. La liaison optique est en quelque sorte interrompue. Donc, nous avons un défaut de câble à 595 km. Le kilomètre 595 se trouve en zone allemande. En mer du Nord, peu avant l'embranchement vers la Belgique, le Léon Thévenin doit trouver cette défaillance. Les membres de l'équipage nous livrent leurs impressions. Nous tablons sur une opération de réparation classique. Il peut arriver qu'on ait du mauvais temps. Dans ce cas, il faut attendre. Puisqu'on a déduit, d'après les documents, les ouvrages nautiques que l'on a, on a déduit globalement ce que l'on va rencontrer sur zone. On a préparé l'opération dans la tradition de notre entreprise avec beaucoup de sérieux. Mais comme toute opération dans les câbles sous-marins, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. La recherche du défaut va être probablement un peu longue. Donc on va devoir couper le câble. Et à la suite de ça, normalement, l'opération devait se dérouler très normalement, suivant les procédures qui sont... suivant le planning qui avait été défini et établi. Et puis on est aussi content de rentrer chez nous après, en ayant réussi une opération. Deuxième jour, dans le sud de la mer du Nord, la destination de l'équipage. Au début, le travail consiste à chercher une aiguille dans une botte de foin. À ceci près que cette aiguille-là est un câble. Elle émet donc un son. Pour que les capteurs du navire le détectent, ce n'est qu'une question de temps. Tension sur le pont. Le technicien allemand attend un premier contact acoustique avec le câble. Il est certes défectueux, mais il peut être repéré. Ce matin, Jörg Pockrant a appelé son collègue du terminal pour lui demander un signal. Bon, Jörg, je suis au PFE. Qu'est-ce que tu voulais? 25 Hz, d'accord. Et après, 100 mA. PFE, Power Feed Equipment, ou équipement d'alimentation en énergie. Le technicien transmet au câble une tension bien précise et un son à basse fréquence. Ces deux signaux sont détectés par les capteurs du navire et permettent à ce dernier de se positionner au-dessus du câble enfoui au fond de la mer. Le défaut doit se trouver là où le son et la tension changent de manière frappante, ce qui doit se produire ensuite à l'air simple.
La prochaine étape de cette opération consistera à mettre à l'eau ce que l'on appelle un ROV, donc un petit sous-marin télécommandé du navire, pour aller voir sur le fond la nature du défaut. Le réseau Internet ressemble à un plan de métro. On y trouve des stations, des domaines ou serveurs, des systèmes informatiques dématérialisés et des services tels que YouTube ou Wikipédia. Chaque nouvelle station influe sur l'ensemble du réseau. Celui-ci s'étend dans un espace dont la seule limite réside dans celle des performances de la fibre optique. On peut dire que la fibre optique est un cadeau de la nature. Elle a une largeur de bande quasiment infinie. Les techniques de transmission à large bande, notamment par fibre optique, nous ont permis d'en être là où nous en sommes aujourd'hui. Nous n'aurions pas Internet, ni email, ni YouTube, ni Google. Nous ne pourrions pas communiquer entre nous par haut débit, par exemple par vidéoconférence. Rien de tout cela ne serait possible. La vidéoconférence de la prochaine génération. Sur l'écran d'ordinateur, le face-à-face apparaît en relief. L'interlocuteur connecté à l'autre bout du monde se retrouve à portée de main dans la salle de conférence. Une technologie mise au point à l'Institut Heinrich Hertz de l'Université technique de Berlin. Ici, on travaille sur l'avenir de l'image en 3 dimensions, sur les écrans en relief. Les lunettes seront bientôt superflues. Avec une caméra et un écran classique, on ne peut en avoir qu'une impression très approximative. Il faut le voir pour le croire. Ça fonctionne, mais les fameux écrans ne seront sans doute commercialisés que lorsque toutes les lunettes en 3D auront été vendues. Dans ce bâtiment, on élabore ce qui influencera le marché de demain. Ici, on teste les applications quotidiennes des technologies numériques. Des images en 3D sur l'écran de l'ordinateur. Sans lunettes, on distingue des objets en relief. Ceux-ci sont commandés par des gestes, sans souris ni clavier. Je me trouve ici devant un écran auto-stéréoscopique. Et bien sûr, ces écrans, qui permettent de voir des images en 3D à l'œil nu, doivent traiter plus de données. Il nous faut donc plus de bandes passantes dans la transmission des informations. Vous avez pu voir que nous développions aussi des technologies interactives. Autrement dit, à l'avenir, nous aurons besoin d'un canal retour pour la télévision interactive et donc, là encore, de bandes passantes. Appels téléphoniques, films, radiographie, cours de la bourse, vidéoconférences, le tout sur un flux de données? Comment est-ce possible? Le matériel numérisé est transformé en paquets de données. On leur attribue une adresse et ils sont acheminés par les autoroutes de l'information. Plus l'autoroute est large, plus elle peut avoir de traces. Les traces, ce sont les fréquences et les véhicules, les paquets de données. À l'intérieur, on trouve toutes sortes de passagers. Email, appels téléphoniques, films et autres données. Une fois parvenus à destination, les paquets sont déchargés de leur contenu. Mais comment acheminer en un temps donné plus de véhicules, c'est-à-dire de paquets? Dans ce laboratoire, on cherche la réponse sur un circuit d'essai. Il fait 5000 km de long. 5000 km? Ça ne se voit pas parce qu'on utilise une astuce technique. Voici un système de commande en boucle, grâce auquel on peut mettre dans un espace réduit toutes les fibres que vous voyez dans cette armoire. De cette manière, on peut reproduire plusieurs milliers de kilomètres en laboratoire. Un système de commande en boucle? Les quelques kilomètres d'un faisceau de fibres deviennent des milliers de kilomètres quand on en fait une boucle. Les paquets de données sont envoyés en plusieurs tours sur le parcours de la fibre optique. À la vitesse de la lumière? Au début, oui, mais sur une très longue distance, la lumière est un peu atténuée. Quand on transmet la lumière par la fibre optique, elle circule un peu plus lentement que dans l'air. Tout l'art consiste à réduire au minimum ces déperditions qui ont lieu en cours de route. On parle aussi d'atténuation. Bien sûr, il existe une limite théorique, et on peut dire qu'aujourd'hui on l'a pratiquement atteinte. Nous nous rendons à l'université de Iéna,
une ville où le verre a une longue tradition. À l'Institut de physique appliquée, le docteur Andreas Thünermann et son doctorant Martin Baumgartel ont quelques éléments de réponse aux questions que nous nous posons. Comment la lumière se déplace-t-elle dans le verre? Une conférence en amphi? Non, plutôt la pratique. Pour la transmission de données, on utilise normalement la lumière du spectre invisible à l'œil humain. Pour nous le montrer, Martin Baumgartel colore un rayon laser en verre et le projette sur le goulot d'une bouteille d'eau. La zone limite entre l'eau et l'air réfléchit et conduit le rayon de lumière. La lumière s'immerge dans l'eau. Andreas Thünermann, qui est passionné par la lumière, parle de réflexion totale. Pour moi, la lumière, c'est sexy. Il faut bien voir que dans la société actuelle, nous faisons face à toute une série de défis. Et en tant que chercheurs, nous constatons que la lumière peut apporter des solutions cruciales aux questions de demain. Énergie, environnement, médecine, la lumière laser est effectivement un outil fascinant. La technologie a été inventée il y a 40 ans en Allemagne. Pourtant, en 2009, le prix Nobel de physique a été décerné à un chercheur américain pour la fibre optique moderne. Aujourd'hui, tout le défi consiste à conserver la vitesse de la lumière à travers les fibres. Nous essayons de comprendre, par exemple, comment une impulsion lumineuse se répand dans le verre. Nous tentons d'optimiser les fibres de verre pour la transmission de données. La lumière concentrée est conduite par des fibres optiques de qualité variable selon l'application. Pour la transmission de données, on a besoin de fibres particulièrement longues. De l'expérience scientifique à l'application industrielle, il n'y a qu'un pas, qu'on franchit allègrement à Jena. Aujourd'hui, on fabrique les fibres optiques en combinant différents verres. Il existe un verre qui présente un indice de réfraction élevé et un autre qui entoure ce verre, dans une géométrie de forme cylindrique. Dans ce four, on remplit couche après couche un corps creux en verre de quartz sous forme gazeuse. Le verre de quartz, c'est du verre à l'état pur. Le résultat est une fibre extrêmement épaisse, la préforme. Transversalement, la fibre d'un câble sous-marin ressemble à ça. Un noyau conducteur de verre, rouge en son centre. La gaine est, elle aussi, en verre. La tour d'étirage fait 40 mètres de haut. Tout en haut, la préforme est chauffée. On est maintenant à 1930 degrés. Il faut atteindre 2100 degrés. Tout commence par une goutte. La pesanteur tire le filet incandescent vers le bas. La fibre de verre se refroidit. La procédure d'étirage va se terminer 6 étages plus bas. Entre-temps, la mince fibre est recouverte d'une couche protectrice. Le produit final est-il fin comme un cheveu? Encore plus fin. Au terme de la procédure, l'épais cylindre en verre fait environ 800 km de long. C'est devenu une fibre. Durant l'embobinage, les fibres s'étirent encore de quelques kilomètres et certaines d'entre elles sont colorées. Pour finir, le test, bobine par bobine. La fibre offre-t-elle la capacité de transmission souhaitée? La géométrie de sa structure convient-elle sur tout le parcours? La fibre est le produit high-tech parfait. Et pourtant, il y a encore mieux. Nous en avons un exemple dans la nature avec la souris de mer. La souris de mer présente des piquants qui conduisent la lumière. La souris de mer, nous la trouvons à l'Institut Alfred Wegener sur l'archipel d'Heligoland en mer du Nord. Le docteur Franke nous la présente. Aphrodite aculeata. Carl von Linné a donné à cet animal l'étrange nom d'Aphrodite, la déesse grecque de la beauté, de l'amour, du désir charnel.
Et on voit effectivement que cet animal est assez glamour. La nature a généralement de bonnes raisons d'attribuer des qualités particulières aux êtres vivants. Que ce soit pour se mettre en avant, « Salut, c'est moi !» ou chasser les intrus, « Dégage de là !» Cela vaut-il aussi pour le ver scintillant? Pour la souris de mer, je pense que c'est exclu, parce que c'est un animal qui vit plutôt dans les grandes profondeurs marines. Il vit quasi exclusivement enfoui dans les sols sablonneux ou vaseux, où il ne perçoit pratiquement jamais la lumière du jour. Les couleurs scintillantes de la souris de mer sont un simple épiphénomène, un phénomène secondaire, qui s'explique par la structure fine de son poil et qui ne remplit pas de fonction biologique particulière. Cette structure fine conduit la lumière avec un minimum de déperdition. La coupe transversale d'un poil nous montre un cristal photonique performant. Ainsi, le savoir-faire de la nature permet d'optimiser les fibres optiques. Actuellement, nous n'utilisons que partiellement la bande passante dans les fibres optiques que la nature nous a données. L'objectif est donc d'élargir progressivement cette bande passante et de la rendre exploitable. Nous n'en sommes qu'au début. Nous ne pouvons même pas imaginer tout ce qui nous attend dans les 15 prochaines années. En mer du Nord, l'après-midi du deuxième jour, le Léon Thévenin établit un premier contact avec le câble défectueux. Bien qu'une tempête et une mer agitée soient prévues, on prépare le robot sous-marin Hector. Vitesse navire! Un cordon relie Hector au navire et l'alimente en énergie. C'est par ce même cordon qu'on commande caméras et outils. Le robot sous-marin doit suivre le câble jusqu'au point où le signal émis depuis la terre ferme s'interrompt. Le Léon Thévenin se déplace le long du tracé du câble. Il navigue au ralenti et maintient sa position exactement au-dessus du robot, au fond de la mer, surveillé par un système de navigation automatique qui commande aussi les moteurs du bateau. Aux premières heures de la nuit, les capteurs signalent qu'on s'approche de l'endroit endommagé. Visiblement, le câble présente une détérioration à cet endroit. Mais ça n'est pas nécessairement celle qu'on cherche. Des petits dommages extérieurs, ça arrive souvent. Mais le Léon Thévenin ne navigue pas seulement à vue. Il s'agit toujours du signal électronique que nous recevons ici encore faiblement. Si sur place, il y a vraiment un drop, c'est-à-dire que le signal disparaît brièvement, ça pourrait bien être l'endroit où le câble devrait être coupé. La coupure sera effectuée à quelques mètres de l'endroit où le signal s'interrompt. Le robot retire le câble du sable, le maintient fermement à l'aide d'un bras, d'une pince et d'une scie, puis soulève la partie endommagée. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Le cordon jaune et noir est effectivement détecté, mais il disparaît sans cesse sous les dunes de sable de plusieurs mètres de haut. L'animation montre le déroulement idéal de l'opération. Le signal électronique court le long du tracé jusqu'à ce qu'il s'interrompe à l'emplacement du défaut. Mais les marées, les vagues et le vent interrompent l'opération. Les prévisions météorologiques que nous avons reçues ce soir ne sont pas très bonnes, ce qui fait que pour l'instant nous attendons un créneau de courant pour pouvoir remonter notre ROV. Et à la suite de cela, nous aurons très certainement localisé avec précision le défaut par l'intermédiaire de ce ROV. Cette pause forcée coûtera cher. Twitter, blog, mail, Skype, 2 milliards de personnes communiquent par Facebook. 500 millions s'entendent et se voient via Skype. La fréquentation des réseaux sociaux augmente de plusieurs millions chaque semaine. Le monde dialogue. Les fibres optiques ont besoin d'une gaine épaisse. Autrefois, c'était la gutta percha, une gomme naturelle. Aujourd'hui,
C'est une combinaison de matières synthétiques qui protège l'intérieur fragile des câbles sous-marins. Nous sommes à Nordenham, sur le site de production de la société NSW. Ici, on fabrique des câbles pour le transport d'énergie et de données sous l'eau et à la surface. Jusqu'à 12 faisceaux de fibres sont assemblés pour former le noyau d'un câble sous-marin. L'entreprise a une longue histoire. Elle est passée du fil de cuivre à la technologie de haut débit. Le premier télégramme a mis presque une journée pour passer d'un continent à l'autre. La fibre de verre est nettement plus rapide. Le taux de transfert d'une fibre optique est incroyable. Un câble muni de 12 fibres optiques, comme nous en fabriquons, peut alimenter un pays entier. Un câble à fibre optique peut transmettre 1000 CD à la seconde. C'est fascinant et ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pour protéger les faisceaux de fibres et alimenter les répéteurs en énergie, il y a toujours du cuivre dans le câble, mais pas sous forme de fil. Un tube en cuivre enveloppe le faisceau de fibres. Les fibres sont à l'intérieur du tube de cuivre, mais nous ne vous dirons pas comment nous l'insérons. Nous ne pouvons pas filmer comment on transforme une longue bande de cuivre en tube. En revanche, la caméra peut montrer où l'on enveloppe d'une protection en fil de fer ce tube et son contenu fragile. Comment rendre un câble fiable pour des décennies? C'est un secret de l'entreprise. L'armure, pas de problème. Le tube de cuivre est enroulé 1, 2 ou 4 fois. Selon l'endroit où il sera posé, le câble sous-marin est plus ou moins fin. Le câble doit résister le plus longtemps possible au séisme et au glissement de terrain. Il ne doit pas s'arracher dès qu'un filet de pêcheur passe dessus. Certes, l'industrie du câble est en plein boom et le trafic de données augmente dans le monde entier. Mais les fabricants de câbles ne sont pas légion. Seule une poignée se partage le marché mondial. Un marché très convoité. La fabrication de câbles repose sur l'expérience. Il n'y a pas de science exacte dans ce domaine. On construit, puis on rectifie. On apprend par les expériences, par les différents projets. Donc ce sont des détails qui font la qualité et la particularité des câbles. Et si on révèle ces détails, on perd son avance sur la concurrence. Un cargo est amarré à l'embarcadère de la NSW. Il va transporter environ 800 km de câbles et 10 répéteurs déjà intégrés dans le câble sous-marin. Tous les 100 km environ, ces cylindres en acier gros comme une torpille assurent un rafraîchissement des paquets de données sur la longue route des océans. Nous pouvons charger 20 km de câbles par équipe. Donc, avec l'installation et la désinstallation de l'équipement, le cargo est prêt en 5 jours maximum. Et puis il part en Méditerranée. La durée du trajet dépend de la météo. Nous devons traverser le golfe de Gascogne. C'est l'affaire de 10 à 15 jours. Le Léon Thévenin, 3e jour. Cette nuit, les aspirants se sont entraînés à naviguer dans la tempête. Le temps se calme et à midi, le chef cuisinier va régaler une fois encore tout l'équipage avec une pièce de bœuf avec à l'ail, poêlée à l'ail, avec un gratin de four. 70 personnes sont nourries chaque jour et la cuisine française est évidemment à l'honneur. Le chef cuisinier doit faire suffisamment de provisions pour chaque traversée, la recherche d'un câble défaillant pouvant être longue. Il adapte son menu à l'équipage. Pour ce voyage, les marins du Léon Thévenin viennent principalement de Madagascar. Le menu est composé de plats français copieux agrémentés d'ingrédients exotiques. C'est peut-être grâce à l'excellente qualité de la cuisine que l'ambiance est aussi bonne à bord. Combien coûte la réparation d'un câble? Selon la durée, cela varie entre des centaines de milliers et plusieurs millions d'euros. Ces frais se répercutent sur le prix des abonnements des fournisseurs d'accès à Internet. Cet après-midi, une autre opération est prévue. Il semblerait que le câble soit profondément enfoui ici.
Nous allons essayer de le saisir et, si possible, de le remonter. Après 48 heures d'attente dans la Manche, les techniciens ont enfin détecté le câble défaillant. Hector, le robot, est de nouveau au fond de la mer. Il doit prendre le câble, le couper et le remonter à bord pour qu'il soit examiné et réparé. Dans la Manche, la profondeur moyenne de l'eau est d'environ 100 mètres. Le câble défaillant a été repéré à proximité du Léon Thévenin. L'approche est minutieuse. Ici, la mer fait environ 20 mètres de profondeur. On va parcourir encore une soixantaine de mètres dans cette direction, puis 100 mètres sur la gauche. Et on devrait pouvoir remonter le câble. Ensuite, on pourra attaquer la réparation. À toi de voir. Internet est un marché puissant. Il modifie les relations entre les hommes, bouleverse le monde. La toile est un réseau qui s'étend inexorablement et anarchiquement. Toute règle est obsolète avant même d'entrer en vigueur. Le Telliri est un câblier italien. Avec un équipage international, il va étendre le réseau Internet de quelques kilomètres. Le représentant du client à bord est grec. Le spécialiste de la pose, espagnol. Le navigateur est italien. Le spécialiste du câble, allemand. Le responsable de projet, sicilien. Le capitaine est aussi italien. Et le chef de chantier, allemand. Je m'appelle Bernard Rieder. Ma mission à bord pour la NSW est de contrôler l'installation. Pour cette mission, le Telliri a été affrété par la NSW. Entre les îles de la mer Égée, on doit déposer plusieurs kilomètres de câbles à l'aide d'une puissante machine en acier appelée charrue enfouisseuse. Elle a été déjà testée il y a quelques mois. La charrue est l'élément clé de ce traîneau blanc. Elle est fixée à l'arrière et remorquée par le navire. Le câble sort de la cale du navire. Comme un fil dans le trou d'une aiguille, il est enfoui dans le sol marin par la charrue. Celle-ci creuse un sillon et y dépose le câble jusqu'à 1 mètre de profondeur. Depuis toujours, les poseurs de câbles font face au même problème. Comment installer les interminables circuits de câbles dans le sol sans faire de nœuds ni de boucles? Les techniciens du Telliri coordonnent précisément la vitesse du navire et le rythme auquel le câble sort de la cale. Retour en arrière. Comment empêcher le câble de se casser sous son propre poids? Une question cruciale à laquelle le Great Eastern fut confronté en son temps. Pour les 1900 km de câble du gigantesque navire, la solution viendra d'une formule mathématique toujours valable aujourd'hui. Ce n'est qu'après de nombreux échecs qu'on parvint enfin à installer pour la première fois des câbles entre l'Irlande et Terre-Neuve. Quelques semaines plus tard, le Telliri se trouve au large de Malte. Les chefs de projet, Jens Kors et Tom Schmitz, informent l'équipage de leur plan pour raccorder le câble à la terre. On va le tirer avec un petit treuil. Nous allons l'amener jusqu'à 10 ou 15 mètres de la plage. Une fois que le câble sera sur la terre ferme, il sera en sécurité et vous vous rendrez immédiatement là où nous déployons la charrue.
Voici des bouées de balisage. Suspendu à ces bouées, le câble est remorqué jusqu'à la côte. Il ne doit pas descendre au fond de la mer. On fait appel aux pêcheurs locaux qui connaissent le sol marin, peuvent prévoir le temps et savent utiliser les courants. Ce trou sur la côte, le Beachman Hole, a de la place pour 2 câbles. Jens Kors attend les plongeurs pour le raccordement. Ils doivent repêcher la traîne par laquelle le câble est remorqué jusqu'à la terre ferme. Le câble high-tech va passer une première épreuve d'endurance. Teleri, doucement, doucement. Attention. Au bout de quelques heures, les bouées révèlent le tracé du câble. Le temps reste calme et les câbles sont en position idéale. Les derniers mètres jusqu'au Beachman Hole sont enfin franchis. Tout se passe comme prévu. Un peu plus haut le câble. Bien. Et maintenant, fais-le entrer doucement. Tâche de ne pas faire de nœud. Ça m'a l'air bien. Le soir venu, Jens Kors aura accompli sa mission. Ici, sur la terre ferme, c'était très facile, parce que la distance était courte entre la ligne de flottaison et le Beachman Hole, le trou où le câble sous-marin sera raccordé plus tard au câble terrestre. Le câble est déposé dans le Beachman Hole et fixé solidement pour résister à toute tension. Dernière étape dans l'eau. Les plongeurs séparent les bouées du câble. Celui-ci descend au fond de la mer, à seulement quelques mètres de profondeur. Avant que le Teleri entame sa traversée de 90 000 marins pour installer le câble entre Malte et la Sicile, les techniciens de mesure doivent encore donner leur feu vert. La salle de contrôle du Teleri a émis des signaux. En fin de soirée, ils parviennent à la station de mesure terrestre. Le Léon Thévenin, 4e jour. Jörg Pockrant appelle ses collègues du terminal de câbles sous-marins. Le défaut a été trouvé. Il faut couper la tension électrique à l'intérieur du câble. Nous avons repéré le défaut à l'aide du robot. Il devrait être à proximité de la boîte de dérivation BJ7-2. Nous allons vous donner le signal de couper l'alimentation et après nous remonterons le câble. Une fois de plus, il faut s'adapter à la réalité. Le robot sous-marin n'a pas pu saisir le câble. On a recours à un cône ancre et à un dispositif de coupe. En ce moment, nous sommes en train de relever le câble, mais nous avons un petit problème. Il est enfoui sous des dunes de sable de manière assez importante, sans doute sur des profondeurs de 1 mètre, 1 mètre 50. Le câble ne cesse de glisser du crochet. Enfin, il est coupé au fond de la mer et à présent suspendu à une pince. Quand on essaie de le relever, il génère des tensions terribles, jusqu'il pourrait aller au point de rupture avec un retour du câble sur la plage arrière qui serait dangereux pour toutes les personnes qui seraient en mauvaise position plage avant. Donc on a consigné la plage avant, il n'y accède qu'une seule personne, c'est moi-même, pour surveiller la position du câble par rapport au navire. Tout le navire se transforme maintenant en outil de levage. La pièce de plusieurs tonnes est extraite du sol marin centimètre par centimètre. L'opération dure des heures. Puis, tout va très vite. Soudain, Internet peut être associé à un lieu bien réel, à un point de défaillance bien précis. Le long des 39 000 km, pas un internaute ne se rendra compte du travail accompli sur le câble sous-marin qui relie l'Europe et l'Extrême-Orient. Ce lieu portera dorénavant un nom, le point de défaut
33A. On a retiré l'armure extérieure. En plus du tube de cuivre conducteur d'énergie, ce type de câble dispose d'une enveloppe protectrice en plastique. Enfin, les fibres sont dégagées. Deux couples de fibres optiques pour 8 fréquences par couple. Ils sont reliés aux fibres optiques d'un câble de remplacement. La procédure de raccordement ressemble à une opération chirurgicale. Dans une salle qui a l'air stérilisée, à l'abri de la poussière et dans l'isolement, on peut voir à l'œuvre les mécaniciens ou électroniciens de précision, des spécialistes concentrés aux mains calmes et expertes. Les fibres ultra fines sont soudées à celles du câble de remplacement. Deux équipes de 2 hommes se relaient 24 heures sur 24. On s'épaule, on se surveille, chacun contrôle l'autre. Enfin, au bout de 6 heures, un test. La station terrestre émet un signal sur le câble réparé. Après quelques minutes de tension, c'est la déception. Le signal ne passe toujours pas. Un autre défaut? Et maintenant, on recommence à zéro? Normalement, oui, il y aura une nouvelle opération. Pour le moment, il faut attendre. Il est toujours possible qu'il y ait des erreurs de mesure. Il semblerait qu'il y ait encore un problème. On attend les premières mesures cet après-midi et après, on verra. Ces mesures montrent qu'il y a bien un second défaut. Il faut donc continuer les recherches. Notre équipe de télévision va quitter le navire. Le défaut sera trouvé 5 jours plus tard. Jörg Pokrant prendra une photo qu'il nous enverra par Internet. Un tel défaut provenait d'un court-circuit dans le sol marin. Au XIXe siècle, lorsque la première liaison transatlantique est tombée en panne, il fallut 7 ans pour réparer le premier câble sous-marin. La mission de Jörg Pokrant, elle, a duré 2 semaines. Prochain arrêt dans une ville verte et conviviale, Montréal. Et c'est Emmanuel Gaume qui vous sert de guide. Dans un instant.